le flegmatique, lui, ses forces, c'est quoi? C'est qu'il a son approche de la réalité est dépassionnée, rationnelle, scientifique. Il sait écouter. Alors ça, c'est un autre personnage, Sabakiewicz, qui est un autre personnage des âmes mortes de Gogol. Donc tu vois, on a mis Gogol et on a mis Shakespeare pour les 4 tempéraments. Il sait écouter, il est empathique. Il a un sens profond du devoir et il aime la coopération. Il a une volonté de faire presque toujours cachée. Il est constant et persévérant. Et puis il est très difficile de lui faire perdre son calme. Donc tu vois la force en fait du flegmatique, c'est qu'il est vraiment rationnel, scientifique, dépassionné. Et c'est un ingénieur, quoi. Alors ses faiblesses, c'est quoi? Les faiblesses, c'est qu'il aime nager dans le sens du courant. Sens du courant. Ah, pardon, je vais trop vite. Ouais, il est difficile de lui faire perdre son calme. Donc ça, c'est notre flegmatique rationnel, hein, qu'il qualifie vraiment, c'est la paix. Je vous ai dit, il veut la paix à tout prix. Et c'est parce qu'il a cette paix qu'il est très rationnel. Par exemple, tu vois, les Finlandais qui sont fondamentalement flegmatiques, hein, dans leur majorité, à chaque fois qu'il y a un conflit international, surtout en Afrique, eh bien, on va chercher un Finlandais. Ce qui plaît à tout le monde. Il est dépassionné. Et les Finlandais sont devenus connus dans le monde pour être les meilleurs médiateurs mondiaux des conflits. Ils plaisent à tout le monde. Tu vois, tout le monde est OK. Les deux parties sont OK de travailler avec un gars comme ça, comme médiateur. Ils ont une fonction extraordinaire, une fonction de personne dépassionnée qui va juger purement rationnellement et scientifiquement des situations auxquelles il est confronté. En Finlande, personne ne t'interrompt. Jamais. En France, il paraît que tu peux parler 17 secondes. Quelqu'un m'a dit ça hier, 17 secondes. En moyenne, sans être interrompu. En Finlande, tu peux parler 5 minutes sans que personne ne dise rien et les gens ne t'interrompent pas. Ce qui fait que les Finlandais parlent assez brèvement. Parce qu'ils savent que de toute manière, personne ne va l'interrompre. Donc, c'est le flegmatisme. Hein. On passe à la suivante. Alors, ses faiblesses, c'est quoi? Il aime nager dans le sens du courant. Il aime le status quo et il n'aime pas le changement. Tu vois, il aime nager dans le sens du courant et c'est son gros problème, en fait. C'est un gros problème en termes de magnanimité. Il aime le status quo et il n'aime pas le changement. Il a peur de faire des erreurs. Il aime la sécurité. Il se sent facilement dépassé. Les obstacles lui semblent insurmontables et il évite les conflits à tout prix. Voilà les faiblesses. Alors le flegmatique, c'est la paix. Il veut la paix à tout prix. Sa réactivité est tardive, réactivité au stimuli extérieur, est tardive, déficiente et éphémère. Il est dépassionné. Alors au niveau de la prudence, regardez à droite, la délibération. Il est bon pour la délibération. Il est équilibré et plein de bon sens. Son approche de la réalité est scientifique et dépassionnée. Et donc, ça, c'est quelque chose de très positif au niveau de la délibération. C'est-à-dire qu'il a une approche scientifique de la réalité. Mais au niveau de la décision, bon, il est indécis. Il est terrifié par l'idée qu'il puisse se tromper. Le flegmatique a peur. Il a peur. Peur naturelle de se tromper. Et donc, il faut qu'il dépasse cette peur. Le flegmatique est plein de bon sens, mais c'est ce qui lui permet de délibérer efficacement. Mais il a du mal à se décider. Il est terrifié à l'idée qu'il puisse se tromper. Le flegmatique doit pratiquer l'audace, car l'essence de la vertu de prudence n'est pas la délibération, mais la décision. L'essence, je le répète, surtout si je regarde du point de vue leadership, c'est vraiment la décision qui est importante. Donc les gens qui sont bons pour la délibération, mais pas bons pour la décision, il faut qu'ils fassent un effort sérieux là-dessus, parce que le leadership exige réellement la capacité de prendre des décisions et d'avancer. Le courage. Au niveau de l'endurance, il est bon, il possède une volonté de faire bien cachée, il est patient dans les situations difficiles, il est constant et persévérant.
Mais au niveau de l'audace, il a tendance à de l'apathie, il aime le statu quo, la sécurité, la routine, il est indécis et il a peur de se tromper. Donc le flegmatique, il faut qu'il pratique l'audace. L'endurance n'est pas un grand défi pour le flegmatique. Il possède une volonté de faire, non extériorisée. Chez le colérique, la volonté est extériorisée. Chez le flegmatique, la volonté est non extériorisée, est intérieure. En finlandais, il y a d'ailleurs un mot très beau qui s'appelle sissu. Sissu, ça veut dire la force intérieure. Ça veut dire tout simplement intériorisation. Mais c'est justement ça, en fait, c'est un aspect extraordinaire du flegmatique. C'est qu'il a une volonté de faire, mais elle est totalement intériorisée, elle est cachée, tu ne la vois pas. Il est patient dans les situations difficiles, il est constant et persévérant. Mais le courage, ce n'est pas seulement l'endurance, c'est aussi l'audace. Et l'audace lui coûte, car il aime le statu quo et il est terrifié à l'idée qu'il puisse se tromper. Donc voilà, le flegmatique, il faut qu'il développe l'audace. Au niveau de la maîtrise de soi, les difficultés qu'il peut avoir, c'est la cause de son apathie. Il veut à tout prix éviter les situations conflictuelles. Donc il faut pour développer des passions nobles, il faut quand même apprendre à gérer les conflits. Quand tu fais des choses, quand tu as envie de faire des choses, quand tu as envie de bouger, ben, tu sais qu'il y a des gens qui ne vont pas être contents. Il y a des gens qui ne vont pas être contents. Toujours. Alors le colérique, il s'en fout complètement. Au contraire, il adore ça, qu'il y ait des gens qui ne soient pas contents. Le flegmatique, lui, ça lui pose un gros problème, puisque c'est la paix intérieure qui est pour lui la valeur numéro 1. Et la paix et le conflit, ça ne fonctionne pas ensemble. Donc il a peur des gens qui ne soient pas d'accord avec lui. Il a peur d'être critiqué, il a peur d'être montré du doigt. En Finlande, il y a beaucoup de gens qui se suicident parce qu'ils ont été montrés du doigt. Eh oui. En Russie, personne ne se suicide parce que tu es montré du doigt. Au contraire, un mélancolique aime être montré du doigt parce que ça veut dire qu'il est différent. Ça veut dire que c'est un anarchiste. Et les Russes sont fondamentalement anarchistes, pas communistes du tout, ils sont très très loin du communisme. C'était une idéologie monstrueuse pour eux parce qu'ils ne sont vraiment pas communistes par essence, ils sont anarchistes, les Russes par essence. Comme tous les mélancoliques, comme tous les créateurs, ils sont anarchiques, c'est-à-dire qu'ils ne supportent pas le pouvoir extérieur à eux-mêmes. Mais le flegmatique, lui, ce que les gens pensent de lui est très important. Très important. Il a peur d'être différent. Ça lui coûte d'aller dans le sens inverse. Par contre, tu vois, il mortifie ses passions basses assez facilement parce qu'il n'a pas de passion. Donc il se met difficilement en colère, il reste calme dans les situations tendues, et son approche de la réalité est totalement dépassionnée. Donc voilà, cette force qui lui permet de pratiquer la maîtrise de soi. Le flegmatique est le moins passionné des 4 tempéraments. Il contrôle facilement ses passions car leur intensité est limitée. Le flegmatique doit stimuler ses passions nobles et vaincre sa peur des situations conflictuelles. Il doit aimer la paix, ce qu'il fait aisément, mais il doit être prêt à la sacrifier pour une valeur plus élevée. Voilà, il doit savoir ça, le flegmatique. Il faut que je sois prêt à sacrifier la paix pour une valeur plus élevée. Au niveau de la justice, les difficultés sont au niveau du bien commun. Il y a un certain aspect du bien commun puisqu'il est enclin à la passivité. Donc quand tu es passif, tu ne construis pas beaucoup. Par contre, il a un sens profond du devoir. Les flegmatiques ont un sens extraordinaire du devoir. Et ils coopèrent facilement avec les autres. En plus, même s'ils sont dépassionnés, ils sont bons en communication parce qu'ils sont sensibles, respectueux, empathiques, compréhensifs. Tu vois, ils ne parlent pas beaucoup, mais ils écoutent beaucoup. Ils écoutent beaucoup. En Finlande, je me souviens, c'est extraordinaire, les gens t'écoutent. Bon, je vous ai dit, ils ne vous interrompent pas, mais aussi ils vous écoutent, ils essaient de comprendre. Ils sont respectueux, ils sont sensibles, même si on a l'impression qu'il ne se passe rien. Il se passe des choses. Ce sont des serviteurs, ils sont là pour te servir. Et voilà, mais ce ne sont pas des constructeurs. Le flegmatique est facilement juste, car il possède un sens profond du devoir, et il sait écouter et comprendre les personnes, mais il doit vaincre constamment son apathie naturelle pour construire le bien commun. Au niveau de la magnanimité, donc la dernière vertu du flegmatique, l'avant-dernière, on voit qu'il y a un gros problème là. C'est dur pour un flegmatique de pratiquer la magnanimité, très dur.
Parce que le phlegmatique nage toujours dans le sens du courant. Il se complaît dans le statu quo. Il se conforme aux exigences de vie de ceux qui l'entourent. Il déteste la confrontation et il a soif de sécurité. Donc, la magnanimité, c'est la vertu numéro 1 du leader, mais c'est aussi la vertu défi numéro 1 du phlegmatique. Tu vois, souvent on imagine le phlegmatique comme étant le non-leader par excellence. Et de ce côté-là, on a un peu raison. Pourquoi on saisit intuitivement que le phlegmatique, il lui manque quelque chose de fondamental pour être un leader. Effectivement, il faut que le phlegmatique développe la magnanimité, sinon il sera toujours loin du leadership. Et je vous donnais l'exemple de le phlegmatique, tu sais. Thomas d'Aquin, c'était un grand phlegmatique. Un autre très grand phlegmatique, c'est Abraham. Abraham, c'est le phlegmatique par excellence. Il ne supporte pas les conflits, il veut la paix. Quand son frère vient le voir, lui dit je m'en vais à gauche. Son frère lui dit tire-toi où tu veux, moi j'irai de l'autre côté. Mais prends le territoire que tu veux. Ce n'est pas un type de conflit, Abraham. Pas du tout. Un colérique, il aurait buté son frère. Et il aurait pris le plus beau territoire et il aurait laissé à son frère le reste. Abraham, c'est ok, tu vas à gauche, je vais à gauche, moi je vais à droite. On se partage. Tu prends le premier, tu choisis, tu vas. Je veux la paix. Diplomate. Tranquillité. Abraham, toute sa vie, c'est vraiment une grande tranquillité. Mais Abraham, c'est un magnanime incroyable. C'est un rêveur. Et c'est un rêveur qui passe à l'action et fait des choses absolument surprenantes dans son existence. Et pourtant, tu vois, c'est un homme de paix. C'est un homme d'une paix incroyable. Et il ne veut pas de conflit. Il évite les conflits à tout prix, tout le monde, tout le temps. Avec sa femme, avec sa deuxième femme, avec tout le monde. Il ne veut pas de guerre. Tu vois, donc Abraham, c'est un exemple, on peut dire, d'un leader, le plus grand leader de l'humanité, puisque c'est le fondateur des 3 grandes religions judéo-chrétiennes. Judéo-chrétienne, musulmane. C'est le père des 3 grandes religions monothéistes. Et c'est un phlegmatique. C'est le leader numéro 1. Donc personne ne peut dire, je vous ai parlé de Thomas d'Aquin, mais il y a plein de gens qui, dans le business, j'ai connu beaucoup de phlegmatiques. Il y a un grand Américain qui s'appelait Darwin Smith. Darwin Smith, il a été pendant 20 ans, 25 ans, le directeur d'une société dont vous avez tous entendu parler, qui s'appelle Kimberly-Clark. Société qui fait du papier de consommation. Et Darwin Smith, c'est lui qui, dans les années 70, quand elle était nommée directeur, il a complètement transformé cette société qui faisait avant du papier glacé. Et lui, il a décidé de faire du papier de haute consommation. Il est rentré, et un jour, il se rend compte que les gens qu'il a autour de lui sont tous des pusillanimes, des fonctionnaires. Et lui, il se dit, maintenant, il faut changer ça, parce que moi, je n'ai pas envie de travailler avec des pusillanimes. Je rêve de grandeur et je veux la grandeur pour mes hommes. Et donc, il se dit, qu'est-ce que je vais faire ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre tout ce qu'on a. On va vendre toutes nos usines de papier glacé et on va commencer à produire du papier à haute consommation. Pourquoi on fait ça ? On fait ça parce que, moi comme manager, je sens que le papier glacé n'a pas d'avenir et que par contre le papier consommation a beaucoup d'avenir. 2, parce que je sais que dans le papier de consommation, il y a des concurrents incroyables. 3M, Procter & Gamble, Scott Pepper. Et il se dit, si on rentre dans le feu de la concurrence, de la compétition avec ces grandes entreprises, mes gens vont grandir. Et je vais transformer les fonctionnaires en personnes créatrices et magnanimes et en vrais leaders. Donc il crée une stratégie d'action, une stratégie extraordinaire. Ils vendent tout, sans années de vie corporative. Ils vendent tout ça. 100 années de vie corporative. Ils vendent toutes ces usines, il investit l'argent dans la production de papier de consommation. En 3 ans, il transforme toutes ces personnes. C'est un autre exemple, c'est un exemple Michelin, mais à l'américaine, et puis plus actuel, puisque c'est les années 70. Il va transformer sa société qui devient le numéro 1 mondial du papier de consommation. Kleenex, Huggies, c'est Kimberly-Clark, c'est Darwin Smith dans les années 70. Incroyable, c'est le numéro 1 mondial du papier de consommation. Et c'est un type qui est complètement phlegmatique. Quand le grand Américain
le gourou du leadership aux États-Unis qui s'appelle, je ne me souviens plus comment il s'appelle, il a écrit un livre qui s'appelle From Good to Great. Donc il a analysé un peu la situation des grandes entreprises américaines, comment est-ce qu'ils ont réussi, et qu'il est allé voir ensuite Darwin Smith pour parler avec lui. Quand il est rentré dans son bureau, il était épouvanté. Parce que qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un flegmatique. Et il pensait qu'il allait voir un type exubérant, plein d'énergie physique, dévorant de vie. Et il a vu un gars qui était à moitié mort, assis dans un fauteuil, qui avait du mal à ouvrir sa bouche, à prononcer des mots. Et il était complètement sous le choc. Et il le raconte dans son livre From Good to Great, son choc. En fait, ce qui se passe, c'est que Darwin Smith, c'est un type fondamentalement flegmatique, mais avec un caractère en fer, un caractère en or. Un caractère en or. C'est un magnanime. Un type qui a développé la magnanimité et qui est devenu peut-être le plus grand leader du business aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Tu vois, c'est pas un colérique, c'est pas un mélancolique, c'est un flegmatique. Donc, vous voyez, tous les tempéraments ouvrent la possibilité de travailler sur la vertu et de la développer. La magnanimité est un véritable défi pour le flegmatique. Il doit apprendre à rêver, à développer son sens de la dignité propre, à découvrir et affirmer ses talents. Il doit développer sa capacité de contemplation aussi bien que sa capacité d'action. Donc le flegmatique a surtout besoin de magnanimité. Thomas d'Aquin, le philosophe et théologien le plus brillant du Moyen-Âge, était un flegmatique magnanime. Il était rationnel, logique, méthodique et précis. En même temps, il sut vaincre le statu quo intellectuel de son temps. Au XIIIe siècle, alors que les théologiens cherchaient à expulser toute philosophie de la religion, Thomas alla à contre-courant. Il insista sur l'importance de la raison dans la religion. L'influence de Thomas sur le développement de la pensée et de la culture européenne est quelque chose de difficile à estimer. Thomas a eu une influence incroyable. Et c'est un flegmatique, et c'est un véritable leader intellectuel de tout l'Occident, au moins pendant 800 ans. Donc on peut être flegmatique et être un leader. Au niveau de l'humilité, la difficulté, c'est la connaissance de soi, puisqu'il a tendance à sous-estimer ses talents. Là, le flegmatique, il sous-estime ses talents. Il ne se comprend pas bien lui-même. Par contre, il aime servir, et donc pour lui, servir, c'est relativement facile. Le flegmatique, il sert. Mais le problème, c'est qu'il sert souvent sans grandeur. Il a du mal à imaginer ce que ça veut dire servir avec grandeur, avec magnanimité. Le flegmatique aime rendre service, mais il faut qu'il apprenne à servir avec les talents qu'il doit découvrir en lui audacieusement et multiplier. Voilà, donc le colérique a surtout besoin d'humilité, le mélancolique a surtout besoin d'audace, le sanguin a surtout besoin d'endurance, donc de stabilité, qui est une partie de la vertu d'endurance, et le flegmatique a surtout besoin de magnanimité. Voilà 4 directions très importantes dans notre existence pour développer ces vertus. Donc le tempérament te donne un point de départ sur lequel tu dois t'orienter. Et on a fini là avec les tempéraments. Et c'est avec joie que je répondrai maintenant à vos questions. Il est 5h08, on a jusqu'à 5h30. Merci de bien parler dans le micro. Oui, merci. À plusieurs reprises, vous avez effleuré les questions des cultures nationales. Est-ce que vous pensez qu'il existe un leadership spécifiquement français? Une manière de... Non, j'avoue que je n'ai jamais pensé à ça. Mais le problème, c'est que qu'est-ce que ça veut dire spécifiquement français? Qu'est-ce que c'est que la France? Aujourd'hui, c'est très difficile de la définir. Parce que si tu me dis la France, c'est les valeurs républicaines, je ne sais pas ce que c'est, la France. C'est très complexe. Plus que l'Italie ou... Oui, beaucoup plus. Ah oui, beaucoup plus. Et la France est un melting pot quand même du Nord et du Sud. Il y a un grand mélange là-dedans. Et c'est assez difficile de savoir vraiment ce que ça veut dire que d'être vraiment français. Surtout parce qu'on a quand même une révolution idéologique il y a 2500 ans. Et ce qu'était la France il y a 2500 ans, ce qu'elle est aujourd'hui, c'est pas forcément la même chose.
Et donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'être français? Est-ce que c'est être français il y a 250 ans ou est-ce que c'est le français d'aujourd'hui? Et quel type de français, de quel type de France? En France, il y a quand même plusieurs Frances. Là, c'est une réalité. Il y a plusieurs Frances. Et c'est surtout des Frances idéologiques, c'est ça le problème. Donc, c'est un sujet extrêmement complexe, là. Et bien sûr, j'ai réfléchi un petit peu quand même. Parce qu'aux États-Unis, c'est clair et net. En France, c'est pas clair et net du tout ce que ça veut dire que d'être français aujourd'hui. Pas du tout clair. Et là, on rentrerait dans des débats absolument incroyables, je pense. Il y aura besoin de 2 bouteilles de vodka là, pour parler de ce que veut dire aujourd'hui qu'être français. Peut-être 3 ou 4 d'ailleurs. Pardonne-moi, mais je ne peux pas aller vraiment plus loin. Je voulais savoir s'il existait des tempéraments incompatibles dans un couple, par exemple. Non, les tempéraments sont incompatibles dans la personne, pas dans un couple. Heureusement. Dans un couple, ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires, mais il faut pratiquer beaucoup le caractère pour que cette compatibilité soit visible. C'est aussi bête que ça. Et, bah oui, un mélancolique, une femme mélancolique avec un mari sanguin ou l'inverse, c'est pas forcément facile à vivre, mais s'il y a du caractère derrière, du côté de l'un et de l'autre, ça peut être quelque chose de tout à fait extraordinaire, quelque chose de très original, très créatif, extraordinaire, et puis en plus qui sanctifie l'un comme l'autre. C'est évident. Ça, c'est bête et méchant, mais c'est comme ça. Par contre, au niveau de la personne, c'est impossible. Totalement impossible. C'est une direction opposée biologique. Ce serait la mort de la personne. Si tu étais à la fois biologiquement mélancolique, par exemple sanguin, tu es mort. Biologiquement flegmatique et colérique, tu meurs le jour même. Parce que tu t'autodétruis. Il y a une destruction. Pourquoi? Parce que les tensions sont tellement différentes, c'est l'opposé. L'action et la paix, ce n'est pas la même chose. Tu vois, vivre à l'extérieur de soi-même et vivre à l'intérieur de soi-même, c'est deux choses qui sont totalement opposées. Vivre à l'extérieur et à l'intérieur au même moment, c'est pas possible. Pas possible, tu t'autodétruis. Donc mélancolique et sanguin, c'est pas compatible. Et là, si tu vois que tu prends des tests et tu vois que tu es mélancolique et sanguin, c'est que tu as complètement foiré ton test. Et qu'il faut que tu en reprennes un autre, là. C'est pas possible, ça. C'est que tu as mal répondu aux questions. Tu as répondu aux questions du point de vue de la vertu au lieu de répondre du point de vue du tempérament. C'est aussi bête que ça. Ou alors, c'est que le test est très mal fait. C'est un test de personnalité dans lequel on mélange les deux choses. Et donc, tu étais complètement perdu. Et tu as confondu ta réaction première avec ce que tu fais dans la réalité. Et ce que tu fais dans la réalité, ce n'est pas ta réaction première. Voilà. Ça, c'est clair. Ça, j'en ai fait plein de ces trucs-là. J'en ai vu plein et je ne peux pas vous promettre que c'est vraiment comme ça. Les confusions sont extraordinaires parce que les gens ne font pas la différence. C'est pour ça qu'ils parlent de test de personnalité. Quel type de personne tu es? Mais ça ne veut rien dire quel type de personne tu es. C'est quel type de tempérament tu as. Et ensuite, tu as toutes les vertus que tu pratiques. Mais c'est ça. Il n'y a pas de type de personnalité. Là, je suis d'accord. On ne peut pas catégoriser les personnalités. On peut catégoriser les tempéraments, mais pas les personnels. Oui? Amélie, bonsoir. Je reviens un petit peu avant de votre comment dirais-je, conférence. J'aurais voulu savoir en quoi notre sainte Jeanne d'Arc, qui était bien française, en quoi était-elle colérique? Jeanne d'Arc, elle se fâche constamment. Jeanne d'Arc, elle a une mission et elle dit toujours « c'est pour ça que je suis née ». Ça, c'est typique du colérique. C'est-à-dire, elle regarde constamment vers l'objectif. C'est l'action qui l'intéresse. Jeanne, c'est une femme d'action. C'est pour ça qu'elle va mourir en prison. Un mélancolique aurait pu vivre en prison une dizaine d'années. Et Jeanne, après 6 mois de prison, elle est à moitié morte. Elle est morte avant d'être sur le bûcher. Tu vois, c'est une femme d'action. Elle est portée sur l'action biologiquement. C'est aussi bête que ça. Et elle parle toujours de sa mission. Elle parle constamment de sa mission, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit faire. Et quand elle voit les gens qui sont un peu apathis, elle leur donne des coups de pied dans les fesses. Elle est constamment en train de pousser les gens à l'action, etc. Donc on voit, c'est un colérique.
un colérique. Et en même temps, il y a une très grande simplicité chez elle. C'est une colérique simple. Hein. Et puis, ce n'est pas une mélancolique de type mystique du 19e siècle. Hein. Et il n'y a qu'une chose qui compte, c'est être dans la grâce de Dieu. C'est tout. Être dans la grâce de Dieu. Sa théologie, c'est ça. Être dans la grâce de Dieu, mourir dans la grâce de Dieu et réaliser la volonté de Dieu. C'est tout. Une seule idée en elle, la volonté de Dieu. C'est aussi bête que ça. Ce sont des gens, les colériques sont aussi, pour eux, c'est assez facile, ça. Une idée. On fonce, on va de l'avant. Tu vois ? Il n'y a pas de place vraiment pour la mélancolie chez Jeanne. Mais pourtant, elle est profonde. Eh oui. C'est une contemplative. C'est une contemplative, mais ce n'est pas le fruit de sa mélancolie. C'est le fruit de son caractère, de sa spiritualité. Tu vois ? Voilà. Voilà ce qui fait la grandeur de cette personne. Jeanne. Bonjour. Alors moi j'ai une question, c'est comment on sait si on a affaire à un tempérament ou à un caractère chez quelqu'un? Eh bien, il faut le connaître un petit peu, hein. Parce que si tu vis seulement 5 minutes avec lui, tu vois, le caractère, c'est la vertu, donc c'est la persévérance, c'est le temps qui te montre le caractère de la personne. Alors que le tempérament, souvent, tu le vois directement. Tu as des flegmatiques, tu vois en 10 secondes qu'ils sont flegmatiques. Il y a une certaine timidité, il y a une peur, il y a une... Tu vois ? Et ça, tu le vois, et tu as des gens qui sont très bons pour ça, qui sont très bons, des grands psychologues, et qui connaissent un peu tout ça. En 10 secondes, ils ont capté un peu le tempérament de la personne. Mais le caractère de la personne, incaptable en 10 secondes. Incaptable. Pourquoi ? Parce qu'il faut voir comment il agit. Pour capter un caractère, il faut capter une action persistante. Il faut travailler avec une personne. Il faut le voir dans l'action, au moins sur 1, 2, 3 mois, voir comment il est. Est-ce qu'il est persévérant ? Est-ce qu'il est ambitieux ? Est-ce qu'il a des rêves ? Est-ce que c'est un homme ou une femme de mission ? Il faut du temps pour connaître le caractère d'une personne. Par contre, le tempérament, souvent, tu n'as pas besoin de beaucoup de temps pour le connaître. Et tout à l'heure, tu disais justement que des gens avaient un caractère tellement fort que leur tempérament de base, finalement, était plus présent. Voilà, alors tu as certaines personnes, c'est pas tout le monde, hein. Tu as des gens qui ont un tempérament très fort, mais tu vois aussi leur caractère. C'est clair et net. Hein. Tu as des grands saints, tu vois immédiatement leur tempérament. Tu le comprends tout de suite. Après 5 minutes avec eux, tu vois quel tempérament ils ont. Tu en as d'autres qui ont, tu vois pas. Tu vois pas vraiment leur tempérament, parce que leur tempérament n'était pas aussi clair, ou aussi net, je dirais. C'est un mélange de différentes choses. Et leur caractère est toujours en action, et leur caractère cache complètement le tempérament qu'il y a derrière. Et ça, c'est des gens qui sont, sont pas meilleurs stables que les... ou pas stables? Non, ils ne sont pas meilleurs que les autres, seulement parfois c'est comme ça. Tu as des gens dont le tempérament vraiment apparaît pas parce qu'ils sont toujours en train de faire l'inverse de ce qu'ils ont envie de faire. Parce qu'ils sont fondamentalement bons, parce que ce sont des saints, etc. Tu vois ? Mais moi j'ai connu des saints canonisés qui ont un tempérament complètement opposé. Une dernière question, du coup, c'est pour faire grandir quelqu'un, faut plutôt s'adresser au talent ou quoi, au caractère ou au tempérament? Pour faire grandir quelqu'un, il faut insister chez lui sur son tempérament, sur son caractère. C'est-à-dire que ça va développer la vertu. Mais pour le faire grandir, il faut l'aider à être réaliste avec lui-même. Il faut l'aider à le connaître, il faut l'aider à lui faire comprendre quel est son tempérament. Parce que, je le répète, le tempérament, c'est le point de départ. Donc il faut les deux. Il faut, que cette personne se connaisse bien d'un point de vue biologique, et deux, il faut lui montrer quels sont les défis au niveau du caractère. Mais il faut insister sur le caractère. Les gens grandissent, les gens se développent en pratiquant la vertu, tu vois, et pas en étant constamment sous l'emprise de leur tempérament. Donc il faut parler plus du caractère que du tempérament, ça c'est clair. Mais il ne faut pas être naïf sur le tempérament. Au contraire, le tempérament, c'est un indicateur, un point de départ très important dans le développement de la personne. Oui. Comment est-ce que vous articulez talent et tempérament et caractère? Où est-ce que le talent et les dons interviennent? Le tempérament, c'est un don. Et le talent, c'est un don. Et le caractère, c'est ce que tu vas développer. Ok ? Donc, le talent, ce n'est pas la même chose que le tempérament. Ou plutôt, je peux dire que le tempérament, c'est une forme de talent. Parce que tous les aspects positifs d'un tempérament, on a vu les faiblesses et les forces. Les forces du tempérament, ce sont des dons. C'est des choses que tu as reçues. Donc, c'est aussi des talents.
Le talent de rationalité du flegmatique, c'est un talent. Tu vois? Le talent d'énergie du colérique, c'est un talent. Mais les talents, ce n'est pas seulement le tempérament. C'est aussi des dons spécifiques que tu as reçus. Tu vois? Qu'il faut apprendre à découvrir à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, un, il faut apprendre à découvrir le talent qui est le talent du tempérament. Et deux, il faut arriver à découvrir les talents propres que tu as reçus. Tu vois? Et ça, c'est la magnanimité. Vous avez vu le beau film chez Chariots de Feu, vous vous souvenez? Les Chariots de Feu, Eric Liddell, qui a gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris en 1928, il répétait toujours cette phrase extraordinaire. God made me fast. Dieu m'a créé rapide. C'était un type, c'est un pasteur méthodiste écossais qui rêvait de partir en Chine pour prêcher l'évangile. Et puis un jour, il s'est rendu compte qu'il courait très vite. C'est aussi bête que ça. Et il a commencé à dire, ben oui, j'irai en Chine, mais après. Et effectivement, il est parti en Chine après 1928 et il est mort dans un camp de concentration japonais en Mandchourie, en prêchant l'évangile. Mais entre-temps, il s'est dit, je cours vite, Dieu m'a créé rapide. Et donc, il avait une conscience extraordinaire de son talent, ce gars. Il disait jamais, d'abord, il disait jamais, je suis rapide. Il disait, Dieu m'a créé rapide. C'est-à-dire qu'il avait conscience il était humble et magnanime à la fois. Humble parce qu'il sait qu'il est rapide, enfin plutôt humble parce que, non, magnanime d'abord parce qu'il sait qu'il a un talent, c'est le talent qui court vite, et deux, il est humble parce qu'il a conscience que ce talent, c'est un don de Dieu à lui. Et donc lui, c'est vraiment l'exemple dans cette phrase, Dieu m'a créé rapide, God made me fast, dans ces 4 mots, tu as l'incarnation de cette magnanimité, de cette humilité ensemble. Tu vois, une vision claire de ton talent, et deux, une vision claire que ce talent, c'est un don de toi, ce n'est pas le fruit de ton propre travail. Voilà, et il a gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques aux 400 mètres à Paris, notre ami. Donc, il a conscience de son talent. Et c'est un talent. Un autre exemple intéressant, c'est il y a une écrivaine américaine, un écrivain américain assez connu, qui s'appelle Flannery O'Connor, qui est écrivain entre les deux guerres. Et un jour, elle donne une conférence, il y a beaucoup de gens dans le public, et puis à la fin, il y a une personne qui se lève et qui pose une question. Et qui lui demande, Flannery, finalement, pourquoi est-ce que vous écrivez? Quel est le sens de vos livres? Et elle répond immédiatement et rapidement et simplement, elle dit, j'écris parce que j'écris bien. Et les gens autour d'elle n'ont pas compris, c'est-à-dire qu'ils ont pensé que c'était une absence de modestie. Absence de modestie de sa part. J'écris parce que j'écris bien, comment est-ce que tu peux dire ça en public? Et Flannery, elle rigole et elle s'en rend compte parfaitement de ce qui se passe dans l'audience. Mais en réalité, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a expliqué à ces pauvres gens, à ces pusillanimes, que c'est la seule raison pour laquelle elle écrit. C'est parce qu'elle a conscience de son talent et de la responsabilité que représente son talent. Et qu'il n'y a pas d'autre raison pour elle d'écrire. Donc elle dit la vérité. Et elle n'a pas peur de fausse modestie. Et elle n'a pas peur de modestie. D'ailleurs, comme disait C.S. Lewis, le grand écrivain anglais, la modestie, c'est pour ceux qui ne sont pas humbles. Parce que sinon, ils sont insupportables. Les gens qui sont humbles, ils ont conscience de la vérité. C'est ce que je veux dire. Ils savent parfaitement où est la vérité sur eux-mêmes. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est la vertu de ceux qui sont dans la vérité. Donc une personne qui est dans la vérité, comme Flannery O'Connor, parce qu'elle sait parfaitement qu'elle écrit bien, et que c'est la raison pour laquelle elle écrit, parce qu'elle écrit bien, et qu'elle veut perfectionner son talent, elle n'a pas peur de dire « j'écris parce que j'écris bien ». Elle est dans la vérité, elle est complètement calme, elle est en paix avec elle-même. Seulement, elle a peur d'une chose, c'est de ne pas écrire suffisamment, donc de ne pas développer son talent et de ne pas servir l'humanité avec son talent. Donc elle est dans une direction complètement opposée, tu vois, de cette personne qui a posé cette question et qui ne comprend pas la réponse. Parce que c'est le monde de la magnanimité qui est confronté au monde de la pusillanimité, et c'est deux mondes qui ne peuvent pas correspondre. Et Flannery a donné un exemple absolument extraordinaire. Et cette phrase, sa réponse, est tellement forte et tellement vraie qu'elle est rentrée dans l'histoire. Tous les Américains connaissent cette réponse. J'écris parce que j'écris bien. Et tout le monde comprend, ce n'est pas de la fausse humilité. C'est vraiment l'humilité, c'est la magnanimité en action. Donc Flannery, elle comprend son talent et elle n'a pas peur d'en parler. C'est très important dans l'éducation, vous qui êtes éducateurs, je parle d'entre vous, les jeunes doivent comprendre qu'ils ont des talents. Et ils doivent comprendre que ce n'est pas une mauvaise chose que de parler de ses talents.
que c'est même une chose très positive. Il faut qu'ils apprennent à se connaître et qu'ils puissent parler en toute simplicité, sans vanité, sans orgueil, de ce qu'ils sont. Il faut qu'un jeune puisse te dire « Ouais, ça c'est moi, toi. Ça c'est moi. Papa m'a dit que c'est moi. Maman m'a dit que c'est moi. Mon prof dit que c'est moi. Ça c'est moi. Donc ça, ce que je fais bien, là, c'est moi. C'est mon talent, c'est ce que j'ai reçu, c'est ce que je suis. » Voilà, et ça, non, c'est pas moi, malheureusement. Ça, moi, c'est pas mon truc. Je suis pas bon là-dedans. C'est pas moi. Je n'ai pas été créé pour ça. Et comme ça, le gamin ou la gamine, il apprend à parler de manière tranquille, posée, pas modeste, parce qu'il n'y a pas de modestie, je dirais humble, c'est-à-dire réel, dans la vérité de ce qu'il a reçu comme talent. Et il n'a pas peur d'un discours sur le talent. Alors que les gens qui n'ont pas été éduqués dans cette humilité réelle, ils ont une peur bleue de parler des talents. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de parler du talent. Ils ont l'habitude de parler de leur péché, mais pas de leur talent. Tu vois, ça sonne mal, talent. J'ai des talents. Comment tu peux dire ça en public en plus? Tu vois ce que je veux dire? Non, mais tu dépasses tes limites là. Tu vois? Et on vit dans un monde dans lequel ça devient un problème. Mais l'éducation, la vraie éducation au leadership, c'est une éducation dans laquelle, avec un grand calme, une grande sincérité, une grande humilité, sans fausse modestie, une personne peut tranquillement parler. Ouais, ça c'est moi ça. Moi je suis Eric Liddell. Je cours vite. Ah ouais, je cours vite. Hein. Quand je cours vite. Mais c'est pas moi, c'est un talent qui m'a été donné. J'ai une responsabilité face à la vie, face aux autres, pour ce talent que j'ai reçu. Tu vois. Donc il faut faire une recherche de nos talents. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté quand j'ai parlé de la magnanimité. Je dis que la magnanimité, c'est la conscience de son talent. Et ensuite, c'est l'affirmation de son talent. Parce qu'avoir conscience, ce n'est pas l'action, c'est la contemplation. L'affirmation, là, c'est l'action. Tu l'affirmes. L'idole, il a conscience qu'il court vite. L'affirmation, c'est demain, je vais à Paris. Et je ne vais pas en Chine. Parce que je vais d'abord courir. C'est une affirmation de son talent. Tu vois? Donc, c'est pareil, chez Flannery O'Connor, c'est pareil. Elle sait qu'elle écrit bien, mais elle écrit. Et elle passe à l'action, et elle écrit beaucoup. Et elle fait beaucoup de bien à l'humanité, et elle contribue au bien commun de l'humanité par ses écrits qui sont tout à fait extraordinaires. Voilà, donc, tu vois, le leadership, hein, beaucoup de gens qui ont été éduqués dans cette humilité, fausse humilité, de pusillanimité, de fausse modestie, en fait, toute la discussion sur le leadership, pour eux, leur semble complètement folle. Complètement folle. Parce que la discussion sur le leadership, c'est une discussion avant tout sur les belles choses qu'on a reçues, sur les talents qu'on a reçus, et c'est la capacité de parler tranquillement de ces choses-là. Sans vanité, sans orgueil, mais dans l'humilité la plus réelle et la plus pure. Sans fausse modestie, sans hypocrisie, d'arriver à se connaître soi-même et de se dire bon, ça c'est moi, ça c'est pas moi. Et maintenant, avec ça, je vais de l'avant. La recherche du talent est très importante. On a tous reçu des talents. Parfois, on a l'impression que les gens ont tout lu dans l'Évangile, sauf la parabole des talents. Ah oui, mais la parabole des talents est très dure. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la parabole, celui qui a reçu un talent mais qui n'a pas fait fructifier, il va en enfer. C'est ça le truc. Il ne va pas dans les limbes, il va en enfer. Donc il serait temps que, dans un certain milieu, je dis aux judéo-chrétiens, les gens prennent conscience qu'il serait temps qu'on commence à parler de nos talents. Parce que si tu n'as même pas conscience que tu as un talent, ben tu termines mal. Tu termines mal. Une autre question. Vous avez parlé... Bonsoir d'ailleurs et merci de votre intervention de votre conférence. Vous avez dit tout à l'heure que l'enfant peut hériter de deux tempéraments différents et opposés des parents, mais que le tempérament peut se révéler dans le temps au fil des épreuves. Et en même temps, vous avez dit que quand on réfléchit à notre tempérament, on ne doit pas chercher à ce qu'on a l'habitude de faire, mais on doit revenir à ce qu'on faisait quand on était petit. Donc est-ce qu'on doit le chercher au fil des épreuves, le tempérament est éprouvé et s'affirme, ou alors c'est quelque chose qu'on était quand on était petit? Parce que moi, je me retrouve dans deux tempéraments, petite et maintenant, donc je ne sais pas. Bon, alors là, je suis pas un grand spécialiste du truc, là. Je ne suis pas un grand spécialiste. Ce que je pense, c'est que quand je parlais de la jeunesse, je voulais seulement dire, puisque le tempérament est quelque chose que tu as hérité, il est normal que, quand tu es tout enfant, tes parents, s'ils connaissent un peu cette science, ils te diront qui tu es. Ça, c'est aussi bête que ça. Les parents qui connaissent la science des tempéraments bien, ils te diront
quand tu auras l'âge de comprendre quel tempérament tu as. Ça, c'est clair et net. S'ils n'ont jamais entendu parler, pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils t'ont vu grandir. Donc, ils ont vu exactement, dès le départ, qui tu es. Tu vois, biologiquement. Parce que ton caractère, il est venu petit à petit. Au début, le caractère est en puissance, mais il n'est pas développé. Il se développe, l'esprit se développe petit à petit. Mais la biologie, elle est là dès le départ. Ça, c'est clair et net. Et donc, les parents, eux, ils savent. Eux, ils peuvent te dire, tes parents, fondamentalement, sans se tromper, s'ils savent un peu tout ça, qui tu es. Ce qui compte le plus, c'est l'enfance. Alors, non, ce n'est pas ce qui compte plus, mais c'est que c'est un indicateur, l'enfance. Ce qui se passe, c'est que très souvent, nos parents, ils n'ont aucune idée de tout ça. Et donc, ils ne savent pas te dire. Parce qu'ils n'ont jamais réfléchi sur ces sujets-là. Voilà, c'est ça le problème. Mais sinon, toi-même, tu peux faire une investigation sur la manière sur tes réactions premières qui t'arrivent dans ton existence, et tu peux arriver assez facilement à découvrir ton tempérament, tu sais. C'est pas très difficile. Mais il faut quand même faire plusieurs tests, ça peut prendre des mois, ça peut prendre quelques mois, et pas plus de quelques mois. Et puis il faut demander aux gens autour de soi. Hein. Peut-être les gens autour de toi, ils ne te perçoivent pas forcément comme toi tu les perçois. Et il y a beaucoup de gens qui t'ont vu grandir et tout, et il faut demander aux gens qui sont profonds, hein, pas aux gens superficiels qui connaissent rien à rien. Il faut bien choisir les personnes et leur demander, écoute, toi tu vois quoi en moi? Je suis plutôt comme quel type de personne? Et puis si toi tu suis un peu tout ce que j'ai donné sur les faiblesses et les forces de tempérament, tu arrives à voir un petit peu où tu es toi. Tu vois? Mais tu ne peux pas arriver à des contradictions. C'est pas possible ça. Mais je suis d'accord avec toi, il faut faire un certain effort de concentration. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas habitué à faire ça. On n'est pas habitué à le faire. Et alors pour la vertu, par contre, c'est différent parce qu'il n'y a pas de limite. La vertu est illimitée. Donc pour te dire je suis courageux ou pas courageux, tu ne sais pas. Tu n'as aucune idée. Parce que tu as encore beaucoup de chemin à faire pour être vraiment courageux. Et quel est le pourcentage de ton courage? Dieu seul le sait. Donc les examens de conscience qu'on fait sur la vertu, il ne faut pas répondre oui ou non. Il faut dire je suis en chemin. Est-ce que je fais un effort pour faire ça ou pas? Par contre, pour le tempérament, c'est clair et net. Ce sont une inclination biologique. Donc ça, tu dois pouvoir ne pas te tromper. Alors que sur la vertu, est-ce que je suis courageux ou pas courageux? Bon, je fais des efforts pour l'être. Est-ce que je suis tempérant ou pas tempérant? Bon, je fais des efforts ou je ne fais pas des efforts. Mais tu ne peux pas dire maintenant je suis tempérant. C'est impossible. Maintenant je suis humble. C'est grotesque. Tu peux dire maintenant je suis sur le chemin de l'humilité. Mais tu ne peux pas dire maintenant je suis humble. Pourquoi? Parce que l'humilité, comme toute vertu, n'a pas de limite. N'a pas de limite. C'est aussi bête que ça. Il n'y a pas de limite à la spiritualité. Voilà, il y a des limites à la biologie, elle est concrète, mais il n'y a pas de limite à la spiritualité. Donc le développement du caractère est illimité. Alors que la biologie, elle ne se développe pas, elle est comme elle est. 2 plus 2 font 4. Donc il n'y a pas de développement de la biologie. Elle fonctionne, ou elle ne fonctionne pas, mais elle est là. Alors que le caractère, lui, il a un essor qui est illimité. Il n'y a pas de maximum.